Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux à cette séance dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique. Mon exposé se base sur l'hypothèse qu'il existe un réchauffement climatique et que les conclusions exprimées par le GIEC sont globalement correctes. Je ne reviendrai donc pas sur les différents débats qui ont pu avoir lieu au cours de ces dernières années sur la question de l'expertise, est-elle pertinente ou pas, les conclusions du GIEC ont-elles été biaisées par tel ou tel facteur politique? Non, je pense qu'il est nécessaire de partir de cette hypothèse pour justement faire un état des lieux après quelques années de cette politique publique de lutte contre le réchauffement climatique. La thèse que je défendrai au cours de cet exposé est la suivante. Les politiques publiques mises en œuvre au niveau international et au niveau de l'Union européenne sont actuellement dans une impasse. Toutefois, cette impasse n'est sans doute pas définitive et il est possible de lutter à l'avenir plus efficacement contre le réchauffement climatique si les acteurs politiques décident de se reposer sur les nombreuses initiatives publiques et privées qui germent partout sur le globe. Mon exposé sera divisé en trois parties. Le premier est de faire un état des lieux de la situation au niveau international. Ensuite, je me livrerai au même exercice concernant l'Union européenne. Enfin, je ferai un petit topo de la situation des différentes initiatives qui sont nées ces dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. L'état des lieux de la lutte au niveau international passe par un bref détour théorique, un bref rappel du droit international de l'environnement. Le droit international de l'environnement a connu un certain nombre de succès ces dernières décennies. Pour preuve, prenons la Convention de Genève, qui était une convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, qui avait pour but de lutter contre le phénomène dit des pluies acides, qui a été adoptée en 1979 à Genève par 34 pays. Ce traité, qui met en place un vaste cadre de coopération, a été la première entente internationale à reconnaître à la fois l'existence de problèmes environnementaux et de santé causés par des mouvements transfrontaliers polluants atmosphériques. Ce traité tente d'apporter une réponse internationale, mondiale, à ce phénomène des pluies acides. Au-delà de la Convention de Genève, il est nécessaire également de revenir sur la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, qui date de 1985. Cette convention, qui a été complétée par le protocole de Montréal, désire traiter de la question de l'amoindrissement de la couche d'ozone au niveau du globe. Et cette convention fut un véritable succès puisque les experts sont relativement unanimes pour attester que cette couche d'ozone, grâce aux efforts de la communauté internationale, se reforme et est en voie de retrouver son niveau d'antan dans les prochaines années. Et les estimations vont même dans un sens très positif, puisqu'ils considèrent que cette couche d'ozone se reforme plus vite que ce qui était initialement prévu. Donc la Convention de Genève et la Convention de Montréal sont deux exemples de réussite de traités de droit international de lutte pour la protection de l'environnement. Le troisième traité sur lequel j'aimerais revenir est le bien connu protocole de Kyoto, adopté en 1997. Et ce protocole de Kyoto désire donc lutter contre le réchauffement climatique au moyen d'un mode de régulation relativement nouveau, en tout cas nouveau pour les Européens continentaux que nous sommes pour la plupart, puisqu'il a fait le choix d'une philosophie régulatoire inspirée du cap and trade, en instaurant un système de permis de droit de polluer. L'idée étant qu'il faut fixer un cap, un plafond de pollution, et qui serait un plafond maximal au-delà duquel les États ne pourraient pas polluer. Ensuite, les États peuvent soit mener des politiques publiques eux-mêmes afin de réduire leurs gaz à effet de serre, soit
s'ils n'ont pas mené une politique publique suffisamment audacieuse, ils ont la possibilité d'aller acheter chez des États plus vertueux des quotas afin de remplir leurs obligations internationales. Donc la philosophie choisie pour le protocole de Kyoto est le système cap and trade. Il a été préféré aux deux autres systèmes qui étaient sur la table des négociations. Un système que nous connaissons bien qui est le système de command and control, l'idée d'une réglementation obligatoire et administrative des activités et émissions, où l'idée serait d'interdire à certains gaz à effet de serre d'être mis dans l'atmosphère et les entreprises et les États devraient s'y conformer. S'ils ne s'y conformaient pas, il y aurait des sanctions administratives qui seraient prises. Une autre alternative qui n'a pas été choisie, c'est le système de l'écotaxe, plus connu sous le nom du système du pollueur-payeur. Celui qui pollue devra payer de l'argent à l'autorité publique afin que la collectivité puisse utiliser cet argent afin de mener des politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Aucune de ces deux alternatives n'a été choisie. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des négociations à Kyoto et post-Kyoto. Ce n'est pas l'objectif de mon intervention aujourd'hui. Ce protocole de Kyoto Cap and Trade a donc un objectif très clair de réduire de 5% les gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 et cela à l'horizon 2012. Ce système de réduction de gaz à effet de serre devait être donc mis en œuvre par les différents États signataires du protocole et ayant ratifié le protocole de Kyoto. Il devait donc mener des politiques publiques allant dans ce sens. Toutefois, lors des négociations, il a été nécessaire de mettre également en place des mécanismes dits de flexibilité. Certains États étaient réticents par rapport à cet objectif de moins 5%, et pour emporter leur consentement, il a été nécessaire donc de permettre à ces États de pouvoir aller chercher des quotas ailleurs que finalement dans leur politique publique intérieure, leur mise en œuvre intérieure de lutte contre le réchauffement climatique. 3 mécanismes de flexibilité ont donc été prévus par le protocole de Kyoto. On a le système de quotas échangeables que je viens d'évoquer, un État qui achète donc des quotas à un autre État plus vertueux et ça lui permet donc de rencontrer ses obligations internationales. Il y a également le mécanisme appelé de mise en œuvre conjointe. C'est un système de collaboration internationale mais entre pays industrialisés. La Belgique décide donc la Belgique décide donc de mettre en place, de construire des champs d'éoliennes en Tchéquie. Cette action du gouvernement aura pour conséquence que la Tchéquie payera en quelque sorte ce transfert de technologie à la Belgique à travers des quotas de CO2. Troisième mécanisme de flexibilité, appelé le mécanisme des développements propres, qui repose sur la même philosophie que le précédent, le mécanisme de mise en œuvre conjointe, à la différence que ici, ce ne sont pas deux pays ou deux États industrialisés qui s'échangent des quotas, mais un État industrialisé qui transfère ses technologies à un autre État qui, dans ce cas de figure-ci, est un État en développement. Donc, le champ d'éoliennes proposé par la Belgique, cette fois-ci, ne sera plus en Tchéquie, mais disons en Éthiopie ou en Chine. Et grâce à ce transfert de technologie propre, la Belgique recevra un nombre de quotas afin de le rémunérer, dans une certaine mesure, de cet effort. Ce protocole de Kyoto a donné des résultats. Ces résultats sont en demi-teinte, comme vous pouvez le voir sur la carte du monde qui est projetée derrière moi. Vous voyez qu'au niveau de l'Union européenne, pour les émissions de gaz à effet de serre, on voit une réduction qui tourne aux alentours de 1,8%. L'Europe étant considérée comme le bon élève de la classe internationale. On voit en revanche que de nombreuses autres parties du monde
n'ont pas joué le jeu. Ils n'ont pas joué le jeu soit parce qu'ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto comme les États-Unis. On voit d'ailleurs que les États-Unis ont eu une augmentation de de presque 3% de gaz à effet de serre. On voit que le plus mauvais élève de la classe, c'est l'Inde avec plus de 5%, talonné également par la Chine avec plus de 4%. Ces chiffres sont donc des augmentations entre l'année 2013 et l'année 2014. Donc on voit au niveau du globe, au niveau de la planète, que bien que les efforts européens aient permis une certaine réduction, que dans leur globalité, il y a eu une augmentation d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui prouve dans une certaine mesure que le protocole de Kyoto n'a pas rempli ses objectifs. La carte, non plus la carte, mais le schéma projeté derrière moi ici montre une évolution à plus long terme, à partir des années 1970 jusqu'aux années 2010. On voit que la progression est à peu près constante pour toutes les parties du monde, avec juste éventuellement l'Union européenne qui stabilise ou qui réduit légèrement ses gaz à effet de serre. Mais on voit qu'il y a une progression très importante de la Chine, de l'Afrique, au cours de ces 25 dernières années. Ce schéma est évidemment complémentaire au précédent, le précédent étant une photographie de cette dernière année. Ici, ce schéma permet plus de voir la progression dans la durée. Le protocole de Kyoto était prévu initialement pour se terminer en 2012. Donc, depuis plusieurs années, les acteurs de la scène internationale négocient une éventuelle prolongation de ce protocole de Kyoto. Les différentes réunions internationales se sont plutôt soldées par des échecs, ou en tout cas beaucoup d'incertitudes et très peu d'engagements contraignants. Pour rappel, on se souvient de la fameuse COP, la COP 15 en 2009 à Copenhague, qui a été commenté comme étant en tout cas un échec retentissant pour le prolongement du protocole de Kyoto, et un échec particulièrement cuisant pour la diplomatie européenne qui n'a pas réussi à emmener dans son sillage le reste de la communauté internationale, puisqu'à Copenhague, aucun accord n'a été décidé. L'année d'après, à la COP 2016 à Cancun, il y a eu un accord sur un objectif, moins 2% par rapport au niveau de la température à l'ère pré-industrielle. Mais au-delà de cet objectif, il n'y a pas eu de délai qui a été fixé. Il n'y a eu aucun accord sur les délais, aucun accord sur les instruments juridiques devant être mis en œuvre afin de rencontrer cet objectif. Et donc la COP 16 en 2010 à Cancun fut également un échec. Cet échec a toutefois été sans doute atténué, car une décision favorable à la lutte contre le réchauffement climatique a été prise, puisque la communauté internationale s'est engagée à créer un fonds mondial vert pour le climat qui serait doté de plus de 100 milliards de dollars d'ici à 2020. La COP 2011, quant à elle, et qui s'est déroulée à Durban, a permis un accord sur les périodes d'engagement. Donc oui au prolongement du protocole de Kyoto qui serait prolongé de 2012 à 2020, mais les modalités pratiques de ce prolongement n'ont pas été déterminées et aucun accord contraignant sur les obligations des différents États n'a pu être trouvé. C'est d'ailleurs au cours de cette période que des mauvaises nouvelles sont tombées, puisque le Canada a décidé unilatéralement de quitter le mécanisme mis en œuvre par le protocole de Kyoto. Le Canada a été suivi par la Russie et le Japon, qui ont fait savoir qu'ils se retiraient également pour cette période, pour cette nouvelle période d'engagement, et donc qu'ils quitteraient fin 2012 le mécanisme de Kyoto. Ce qui fait qu'à partir de 2013, le protocole de Kyoto version 2, en quelque sorte, ne représentait plus qu'une communauté internationale qui correspond à plus ou moins 15% des gaz à effet de serre, ce qui est bien évidemment largement insuffisant que pour lutter réellement et concrètement et globalement contre le réchauffement climatique. Alors rapidement, en 2012 à Doha, la COP 2018 a permis quant à elle de chiffrer
les engagements des parties pour la période 2013 à 2020, mais pour les parties qui restaient à l'accord, c'est-à-dire uniquement 15% des gaz à effet de serre. La COP 19 en 2013 à Varsovie a été une conférence où les parties ont convenu qu'ils allaient négocier très sérieusement et sur base de chiffres, la prolongation du protocole de Kyoto post-2020 à Paris en 2015. Donc ce fut réellement une COP de temporisation qui permet juste à avoir une obligation de bonne foi et de jouer le jeu à Paris en 2015. Et donc on en arrive donc tout doucement à cette dernière COP, cette future prochaine COP à 2015, en décembre 2015 à Paris. Malgré que les différentes réunions préalables n'avaient pas l'air d'être très efficaces et n'ont pas permis de tomber d'accord sur de nombreux points, l'actualité nous permet d'être un petit peu moins pessimistes puisque les États-Unis et la Chine ont eu quelques déclarations relativement optimistes sur l'avenir du protocole de Kyoto. Et ce qui est certain, c'est que tout le monde s'accorde pour dire que Paris 2015 est un moment absolument essentiel qui sera décisif pour la lutte contre le réchauffement climatique et consacrera soit un nouveau système qui aura vocation à durer, soit constatera un échec dont il sera très difficile de se remettre. La situation est donc la suivante. Comme vous voyez en vert, en vert sur la carte, vous voyez les pays qui se sont engagés pour la deuxième période 2013 à 2020, et qui représente donc uniquement 15% des gaz à effet de serre. En mauve, vous voyez les pays qui étaient engagés pour la première période, mais qui ont décidé de se désengager pour la seconde période 2013 à 2020. En bleu, ce sont les pays qui ne se sont jamais engagés formellement dans le protocole de Kyoto. En jaune, c'est-à-dire uniquement les États-Unis, en jaune, c'est le Canada qui lui a décidé de se retirer carrément et unilatéralement du protocole de Kyoto, et en orange, ce sont les États-Unis, c'est un État qui a signé mais qui n'a pas ratifié le protocole de Kyoto et qui est donc toujours resté en marge du système alors qu'il l'avait signé. Donc, soyons attentifs à l'actualité en décembre 2015. Paris est porteur de tous les espoirs sur cette question totalement essentielle. En conclusion de cette première partie, disons que le protocole de Kyoto a été un premier essai qui ne s'est pas avéré concluant. Toutefois, Paris 2015 offre encore un certain nombre d'espoirs et il n'est pas improbable que le système soit prolongé. Toutefois, beaucoup de commentateurs sont assez pessimistes sur cette question. Nous savons par ailleurs que la France compte bien jouer un rôle moteur avec sa présidence pour arracher un accord international à la fin de cette année. Après avoir fait l'état des lieux rapide au niveau international, je vous propose maintenant de glisser vers un niveau régional avec la lutte européenne contre le réchauffement climatique et un bref état des lieux. L'Union européenne, qui compte donc 28 États membres, s'est engagée, tous les États membres de l'Union européenne, se sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, ont signé et ratifié le protocole de Kyoto. Les objectifs au niveau européen sont les suivants: 8% de réduction de gaz à effet de serre pour 2012 et 20% de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Au niveau régional européen, le système de cap and trade a également été utilisé, donc le même système qu'au niveau international, mais une grande différence doit être notée pour le système européen, puisque ici, le système de cap and trade n'a pas pour acteurs les États, n'a pas uniquement pour acteurs les États, mais l'Union européenne a décidé d'utiliser un système de cap and trade destiné aux entreprises. Environ 12 000 entreprises ont été identifiées pour jouer le jeu, pour être acteurs sur ce marché européen du carbone. Ces entreprises
ont reçu dans un premier temps gratuitement des quotas. Maintenant, ce système est un système de vente aux enchères et donc ces 12 000 entreprises sont invitées soit à réduire leur gaz à effet de serre à travers une modification de leur mode de production, en utilisant plus d'énergie verte ou d'énergie qui serait moins polluante. S'ils ne font pas cet effort écologique, eh bien, ils devront aller acheter des quotas sur le marché européen du carbone afin de remplir leurs obligations européennes. Obligations européennes qui sont sanctionnées ou qui sont mises en place plus spécifiquement par 3 directives. Vous avez une directive en 2003 qui établit le marché européen du carbone. Cette directive de 2003 a été rapidement complétée en 2004 par une directive appelée directive liaison, puisqu'elle permettait une liaison entre le marché européen du carbone et le marché international du carbone, ce qui veut dire en substance qu'un quota international pouvait être utilisé sur le marché européen du carbone afin de remplir les obligations des entreprises et vice-versa. Le marché européen du carbone, les quotas européens pouvaient être utilisés dans le marché international afin d'aider les États à remplir leurs obligations internationales. Il y a donc une fongibilité entre les deux marchés européens et internationaux. Ensuite, une troisième et dernière directive a été votée en 2008. Cette directive avait principalement pour but d'aménager le marché européen du carbone pour la période post-Kyoto, c'est-à-dire post-2012. Et cette directive a permis également d'améliorer le système par rapport à différents écueils qui avaient pu être constatés au cours des années précédentes. Rapidement, les caractéristiques de ce marché européen du carbone sont les suivantes. On est dans une logique de marché intérieur, donc ce n'est pas les 28 États membres qui mènent 28 politiques différentes de lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est bel et bien une bulle européenne de lutte contre le réchauffement climatique qui a été créée par la directive de 2003, où les acteurs, comme je vous l'ai dit, ne sont plus les États, mais sont des opérateurs économiques. La monnaie utilisée sur ce marché est le quota de CO2, qui est équivalent, tout comme pour le marché international, à 1 tonne de gaz à effet de serre. Et le système a évolué, puisque dans un premier temps, les États membres devaient mettre en place des plans nationaux d'allocation des quotas. Ce système de planification a évolué vers un système de vente aux enchères qui est aujourd'hui en vigueur. Et les échanges de quotas entre les opérateurs économiques sont tous enregistrés au sein d'un système de réseau de registres nationaux et européens qui permettent donc d'effectuer une traçabilité des quotas à travers le marché européen et international du carbone. Si une entreprise ne respecte pas ses obligations, eh bien, elle devra d'une part payer une amende qui tourne aux alentours qui est de 100 € par quota manquant, et elle devra par ailleurs aller chercher sur le marché européen du carbone un quota, l'acheter et le donner à l'autorité publique afin de rencontrer ses obligations. Il y a donc un système de contrôle et de sanctions assez important mis en place. Enfin, ce marché européen du carbone, tel que mis en place par les directives de 2003 et 2004, a très vite évolué vers une financiarisation de ce marché européen du carbone, puisque des opérateurs et des intermédiaires financiers sont apparus très rapidement. Vous avez eu d'abord des intermédiaires du type broker et ensuite surtout des bourses européennes carbone qui ont vu le jour sur le territoire de l'Union européenne. On en comptait à un moment jusqu'à 6, je pense que maintenant elles sont 4 ou 5, et ces bourses ont pour but de faciliter l'échange de quotas entre les entreprises qui sont soumises à ce marché européen du carbone, et donc facilitent les échanges entre elles. Qui dit bourse dit financiarisation, dit produits dérivés. Vous avez maintenant toute une pléthore de produits dérivés qui ont comme sous-jacent finalement la pollution. Vous voyez également apparaître des acteurs classiques de marché tels que les fonds d'investissement, qui au départ étaient plutôt des fonds d'investissement publics et qui sont devenus rapidement des fonds d'investissement soit mixtes, soit privés, dont la politique d'investissement est d'investir sur le marché européen du carbone.
L'Union européenne, à travers ses directives, avait également une stratégie en tête qu'elle a essayé de mettre en place dès le départ. Cette stratégie repose principalement sur une logique d'élargissement tout d'abord des gaz, qui étaient au départ, il y avait uniquement un gaz qui était qui touche à l'effet de serre, qui était prévu par le système, et rapidement, ils ont élargi la gamme de gaz à 6 gaz différents. Vous voyez également qu'il y a eu une stratégie d'élargissement, non pas uniquement par rapport au gaz, mais par rapport au secteur qui était réglementé par les directives européennes, avec l'inclusion du secteur de l'aviation dès 2012. Nous y reviendrons parce que celui-ci a fait couler beaucoup d'encre. Également une stratégie d'élargissement par rapport aux régions du monde dont l'Union européenne qui désirait qu'ils utilisent le marché européen du carbone. Bien tout d'abord, il y a eu l'élargissement de l'Union européenne en 2004, le 1er mai 2004, à 10 nouveaux États membres, et ensuite en 2007 avec 2 autres États membres, et encore avec la Croatie plus récemment en 2012, je pense, si mes souvenirs sont exacts, fait que ce marché européen du carbone, au gré des élargissements, devient de plus en plus important. Les États de l'espace économique européen ont également marqué leur accord pour faire partie de ce marché européen du carbone. Des négociations ont été entreprises à l'époque avec le Canada, le Japon et la Suisse pour essayer de les intégrer à ce marché. Ces négociations n'ont malheureusement pas abouti, mais ce qu'on peut dire, c'est que la Commission, à titre principal, a réellement essayé de rendre ce marché le plus grand possible et d'y intégrer un maximum d'opérateurs afin que le modèle européen devienne le modèle global. C'est également dans ce sens d'une stratégie de propension qu'il faut comprendre la directive liaison de 2004, puisque cette directive de liaison de 2004 permettait de lier donc le marché européen au marché international, mais également de rendre les mécanismes de développement propre et les mécanismes de mise en œuvre conjointe fongibles au marché européen. Voilà pour le cadre régulatoire de l'Union européenne. Passons maintenant aux résultats. Qu'en est-il au niveau des émissions, au niveau de l'Union européenne? On voit que depuis maintenant différentes années, eh bien, il y a une diminution. Celle-ci n'est pas spectaculaire. Si on continue l'effort mis en place ces dernières années au niveau de l'Union européenne, nous arriverons à rencontrer l'objectif de moins 20%. Comme vous le voyez, l'objectif de moins 30% demandera des efforts supplémentaires, complémentaires, assez importants. Donc, au niveau de l'Union européenne, c'est une réussite, mais c'est une réussite en demi-teinte, puisque la stratégie d'expansion, quant à elle, n'a pas essuyé finalement, ou n'a pas rencontré tous les succès escomptés. Il y a eu des petits succès comme l'espace économique européen. Il y a un accord qui a été signé avec l'Australie qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018, qui permet une fongibilité avec l'Australie. En revanche, avec le Japon et le Canada, un accord n'a pu être trouvé. Et plus particulièrement, la Commission européenne a rencontré un échec, à ce stade c'est encore un échec, par rapport à sa volonté d'élargissement du marché européen du carbone au secteur de l'aviation. En effet, une directive 2008-101 avait été votée donc en 2008, qui avait pour but d'élargir le marché européen du carbone à l'aviation de manière assez audacieuse, puisque la directive établissait que tous les vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre, eh bien, tous les avions et toutes les compagnies aériennes qui atterrissaient ou décollaient d'un aéroport européen étaient soumis à cette directive et donc rentraient dans la logique de marché européen du carbone. L'entrée en vigueur de la directive était prévue pour le 1er juillet 2012. Toutefois, la communauté internationale de l'aviation, appelons-la comme ça, a rapidement fait savoir ses réticences par rapport à cette décision européenne
d'inclure toutes des compagnies aériennes qui décollaient ou atterrissaient sur le territoire de l'Union européenne au secteur de l'aviation. Et les compagnies aériennes non européennes ont décidé de porter l'affaire dans un forum international qui s'appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, qui est un organe des Nations Unies, qui a pour but de réglementer justement le transport aéronautique. Suite aux réticences et à l'opposition, je pense qu'on peut utiliser le terme, de 26 des 36 membres de cette organisation internationale de l'aviation civile, eh bien, la Commission a décidé de mettre en suspens le système dans l'attente d'une proposition satisfaisante au niveau mondial. C'est-à-dire que le coup de force qu'avait voulu la Commission et qui avait été prévu par la directive européenne d'inclure toutes ces compagnies dans le marché européen du carbone s'est vu réellement bloqué au niveau international et la Commission a dû en quelque sorte mettre en suspens le système européen et donner une chance à cet organisme international de trouver une solution au niveau global. Actuellement, aucune décision ne semble être prise et l'Union européenne a décidé de réellement mettre en vigueur son système, son inclusion de l'aviation civile d'ici, je ne sais plus l'année exactement, mais d'ici, je pense, 2 ans, si aucun accord n'avait été trouvé au sein de l'OACI. Ce système d'inclusion de l'aviation avait également été porté devant la Cour de justice à 2 reprises. Une première fois en 2008, la Cour de justice avait dû trancher la question de la discrimination entre différents secteurs. En effet, la Cour devait juger si l'inclusion de certains secteurs de l'activité économique européenne inclus dans le marché européen du carbone était une discrimination acceptable par rapport à des secteurs qui étaient non inclus dans le marché européen du carbone. La Cour, en 2008, avait considéré que cette discrimination entre secteurs était admissible vu la nature de la lutte contre le réchauffement climatique et vu la nature progressive de cette lutte. Il était impossible d'inclure tous les secteurs globalement en une fois et qu'il fallait voir ça dans une logique de progression et que qui disait logique de progression disait donc qu'il y avait des secteurs dans un premier temps inclus et d'autres qui étaient exclus du secteur. Plus particulièrement par rapport à l'aviation, le 21 décembre 2011, la Cour a eu à trancher de la compatibilité du marché, enfin de la réglementation européenne par rapport au droit international et en particulier par rapport à la Convention de Chicago. La Cour, au terme de son raisonnement, a considéré que la directive européenne était bel et bien compatible avec la Convention de Chicago et qu'il n'y avait donc pas de problème ici à mettre en œuvre et à mettre en place l'inclusion de l'aviation civile. Donc, le système est pour l'instant mis entre parenthèses suite aux blocages internationaux. Et effectivement, je vois qu'il y a un moratoire jusqu'à effectivement 2016 dans l'attente d'une proposition mondiale. Autre problème qu'a connu le marché européen du carbone au cours de ces dernières années est la fluctuation du cours de bourse. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le cours a énormément fluctué. Cette fluctuation est due à un certain nombre d'explications très différentes. Comme vous pouvez voir, dans un premier temps, cette chute du cours de bourse qui était à plus ou moins 30 € en 2006 et qui est tout à coup descendu à presque 10 € en quelques jours, est due tout simplement à la publication des premiers résultats et la prise de conscience par le marché d'une surallocation des quotas. Qui dit surallocation dit donc trop d'offres et donc il y a eu un réajustement du prix. Ensuite, la courbe
ici est tout à fait logique, puisque c'était la première période mise en place par le marché européen du carbone, qui était une première période d'essai, où les quotas distribués au cours de cette première période n'étaient pas échangeables au cours de la deuxième période qui débutait le 1er janvier 2008. Et donc, puisque ces quotas n'étaient plus échangeables, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échéance de 2008, eh bien, ces quotas perdaient de leur valeur pour arriver à zéro le 31 décembre 2007. Donc, cette courbe-là est finalement tout à fait logique et n'a rien de symptomatique d'un problème du système. Ensuite, vous voyez pour la période appelée la période Kyoto, 2008 à 2012, eh bien, le cours a repris de manière assez haute et la crise économique est passée par là à partir donc de 2009 et on voit que la crise économique a laissé des traces également dans le marché européen du carbone puisque le cours a peu à peu descendu de 30 € à plus ou moins 10 € une fois de plus. Cette crise économique a eu une influence majeure puisque les entreprises européennes ne produisaient plus autant et donc ne produisaient plus non plus autant de gaz à effet de serre et donc avaient moins besoin de se fournir en quotas sur le marché européen du carbone et donc la demande étant de plus en plus faible, le cours de bourse a également diminué ici de manière chronique. Dernière petite explication plus récente, à partir de mi-2011, on voit que la crise des dettes souveraines a également eu une conséquence sur le marché européen du carbone, perte de confiance. Et ce qui est sans doute plus intéressant dans le cadre de cette conférence est la dernière chute du cours de bourse en 2013. Pour la petite histoire, la Commission a décidé de réagir en voyant le cours de bourse descendre et a décidé de réagir en proposant de supprimer un excédent de plusieurs milliards de quotas du marché européen du carbone. Et donc la Commission a proposé au Parlement de supprimer des quotas. En supprimant ces quotas, bien entendu, on raréfiait l'offre et donc le cours de bourse allait naturellement remonter. Cette proposition de la Commission n'a pas été suivie dans un premier temps par le Parlement européen et tout particulièrement par la Commission en charge de ces questions. Et la Commission et l'Assemblée plénière du Parlement européen n'ayant pas suivi la proposition de la Commission, eh bien, le cours de bourse a une fois de plus chuté de quelques euros. La Commission a décidé de poursuivre et a reproposé donc une raréfication des quotas, a reproposé d'enlever 2 milliards de quotas du marché européen du carbone en 2014, cette fois-ci, non plus en 2013. Et cette fois-ci, le Parlement européen a marqué son accord, ce qui a permis donc au cours de bourse de se rétablir. Donc on voit un cours de bourse très fluctuant. Et ce qui est sans doute le principal problème de ce cours de bourse fluctuant n'est pas tellement la fluctuation, mais plutôt le prix du carbone actuellement, puisqu'il était la semaine dernière, il tournait aux alentours de 6-7 €. Or, selon les analyses fournies par la Commission européenne, il est nécessaire que le quota de carbone tourne aux alentours de 20 € pour que le système soit réellement efficace. Qu'est-ce que j'entends par un système réellement efficace? Eh bien, selon la Commission, ce n'est qu'à partir de 20 € que les entreprises vont réellement prendre en compte ce facteur de lutte contre le réchauffement climatique en compte dans leur conduite de leur business et que ce ne sera que lorsque ce prix sera atteint que les entreprises vont donc décider de faire un effort écologique, vont commencer à réfléchir, à peut-être penser à d'autres manières de produire, mais en dessous de ce chiffre de 20 €, eh bien, les entreprises, selon la Commission, donc, n'ont pas un incitant financier suffisant que pour réellement repenser la manière dont ils produisent au sein de l'Union européenne. Donc nous en sommes assez loin puisque nous en sommes aujourd'hui à 6-7 € et que tant que ce prix ne sera pas atteint, on risque de ne pas avoir un système très efficace. Continuons ce tour d'horizon du marché européen du carbone par un rapide commentaire sur un problème chronique, c'est le surplus de quotas. Vous voyez qu'il y a trop de quotas dans le marché européen du carbone et que ce phénomène de surplus de quotas ne fait que augmenter d'année en année et qu'il était vraiment nécessaire que la Commission agisse pour ne pas que le système s'écrase et que le prix soit encore plus bas. Dernier problème du marché européen du carbone, sans
rentrer dans une multitude de détails. On voit que deux types de fraudes ont affecté le système. Une première fraude, c'est la fraude TVA, appelée le carrousel TVA, qui a fait en sorte que de nombreux États membres se sont vus privés d'une recette fiscale qu'est la TVA à travers un système de fraude intracommunautaire où on fait circuler entre différents États membres de manière rapide et cyclique les quotas en ne déclarant pas au bon moment et donc en fraudant le système de TVA mis en place dans les États membres. Cette fraude de carrousel TVA a été estimée à plus de 10 milliards d'euros et a donc affecté la confiance des acteurs du marché dans le système. On a également pu lire dans la presse un certain nombre de piratages informatiques au cours de ces dernières années qui ont porté sur un montant estimé à plus ou moins 53 millions d'euros de fraude par rapport à des mécanismes de phishing où des quotas ont été dérobés dans des systèmes informatiques pas suffisamment protégés. Alors, comme vous le voyez, cette fraude TVA et les vols via les systèmes informatiques ont affecté la confiance dans le marché et l'Union européenne a décidé de réagir en révisant un certain nombre de règlements européens et donc de règlements et directives européennes. Et donc la directive et le règlement MIFID ont été amendés, entre autres pour que le système d'échange de quotas rentre dans le champ d'application des directives et règlements MIFID. On voit également que la réglementation liée aux abus de marché a également été modifiée afin de faire rentrer explicitement le marché européen du carbone dans le champ d'application. Ces modifications législatives entreront en vigueur en juillet 2016. Un dernier point sur le marché européen du carbone qui porte sur son futur. Le Conseil européen de janvier 2014 a décidé d'offrir un signal important en disant que l'Union européenne s'engageait à réduire de 40% ses réductions par rapport au niveau de 90 et qu'elle pourrait même aller plus loin et aller jusqu'à moins 80% d'ici à 2050. Sinon, on voit que le Conseil européen a décidé que désormais, que dans le futur, d'ici 2030, il y aurait 27% d'énergie renouvelable sur le territoire de l'Union européenne et qu'à partir de la prochaine période d'engagement, à partir de 2021, eh bien, la Commission proposerait une réforme du marché européen du carbone pour pallier à un certain nombre de problèmes que j'ai identifiés, mais également à plein d'autres. Le Conseil européen est également dans l'attente de cette grande conférence internationale en 2015 et adaptera sa politique en fonction des résultats obtenus dans la sphère internationale. Nous en avons donc fini avec les deux premiers chapitres de ce triptyque que je vous propose et nous en arrivons donc à la dernière partie dédiée à la lutte globale contre le réchauffement climatique. Je voudrais faire état ici d'un certain nombre d'initiatives intéressantes et d'une certaine ampleur qui ont vu le jour aux quatre coins de la planète et qui ne passaient pas justement par une logique étatique, soit dans la logique de droit international public ou une logique européenne telle que je l'ai présentée. Tout d'abord, les États-Unis. Les États-Unis qui sont très souvent présentés en Europe, dans la presse européenne, comme les mauvais élèves de la classe de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, on constate qu'en effet, le gouvernement fédéral et l'administration Bush étaient très réticents à tout engagement contraignant de lutte contre le réchauffement climatique, mais les États, un certain nombre d'États des États-Unis, ont, quant à eux, mené une politique beaucoup plus volontariste. Les exemples sont très nombreux. On peut dire qu'aujourd'hui, 28 États américains ont développé au cours de ces dernières années des plans climat. Le premier État des États-Unis à avoir bougé sur la question est la Californie, avec son gouverneur à l'époque en 2006 qui était Arnold Schwarzenegger, qui ont décidé, Arnold Schwarzenegger et le Parlement de Californie ont décidé de rencontrer les objectifs prévus par le protocole de Kyoto. Vous avez également cette initiative intéressante qui s'appelle le Regional Greenhouse Gas Initiative. Cette initiative américaine
regroupe une série d'États, le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire, New York, Rhode Island et le Vermont. Ces États se sont mis d'accord pour mettre en place ensemble un système de cap and trade et chacun de ces États a pris des législations nationales contraignantes afin de mettre en place ce système d'échange de quotas pour les entreprises situées sur le territoire de cette dizaine d'États des États-Unis, pour les entreprises qui utilisent de l'énergie fossile et qui ont une production de plus de 25 mégawatts. Vous avez également des initiatives plus particulières, comme de nouveau la Californie ou le Nouveau-Mexique, qui ont décidé de diviser par 4 leur émission de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ou de manière peut-être moins audacieuse, mais en tout cas un groupe de 22 États qui ont décidé d'augmenter leur pourcentage dans les énergies renouvelables dans les années à venir. Des initiatives, des entités fédérées existent également dans d'autres États, tels le Canada ou l'Australie, où l'on peut voir que les entités fédérées ont décidé de contourner en quelque sorte la politique mise en place au niveau de leur État central, de leur État fédéral, et de mener leur propre politique publique à un niveau donc subétatique. Les initiatives ne viennent pas uniquement des entités fédérées, vous trouvez également de très nombreuses initiatives au niveau plus local, au niveau des collectivités territoriales de circonscriptions plus réduites. Elles sont vraiment très nombreuses. Je voudrais ici juste revenir sur deux initiatives. La première qui s'appelle Mayor in Action, qui regroupe 5700 municipalités, qui regroupe plus de 185 millions d'habitants, qui ont signé un accord en mai 2014 pour dresser ensemble des plans d'action de lutte contre le réchauffement climatique. L'idée de ce programme Mayor in Action, c'est d'être une plateforme d'échange, chacun venant avec ses idées. Il y a un échange de bonnes pratiques, mais ça ne se limite pas à l'échange de bonnes pratiques. Ce programme propose également de fournir une assistance technique aux initiatives qui seraient retenues, d'également communiquer les résultats, de faire connaître les bonnes pratiques, bien sûr parmi les membres du groupe, mais au-delà, et d'essayer de pérenniser les solutions qui semblent les plus prometteuses dans certaines municipalités et de les développer. Ce système est tout récent, il a été décidé pour la période 2014-2017 et actuellement une phase pilote comprenant 40 municipalités est actuellement en cours de fonctionnement et on attend les premiers résultats. Il est trop tôt pour voir l'impact précis que cette initiative a eu. Deuxième initiative des collectivités territoriales ou des municipalités qui méritent une attention particulière, c'est le United States Mayor Climate Shitter Protection Agreement, qui regroupe, 850 maires des États-Unis, une fois encore. Et là, on voit que 850 maires, dont les maires des plus grandes villes, c'est-à-dire de New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Philadelphie, Atlanta, Boston, Détroit, Denver, Washington, Miami et San Francisco, se sont mis d'accord pour rencontrer les objectifs promus par le protocole de Kyoto. Les entités fédérées, les municipalités, mais ce n'est pas tout, la société civile est également très active dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est très active dans un premier temps pour pousser ces décideurs politiques à avoir une politique plus audacieuse, plus ambitieuse. Récemment, le 21 septembre 2014, il y a eu la Global People's Climate March qui a regroupé plus de 400 000 personnes à New York, qui a mobilisé 1500 organisations au niveau du globe. Et comme vous pouvez le voir, cette marche n'a pas eu lieu uniquement à New York, mais aux quatre coins de la planète, où la société civile et un grand nombre de citoyens ont décidé de manifester pour que des politiques publiques plus efficaces soient mises en place. Vous avez également l'enquête organisée par MyWorld, organisée par les Nations Unies et qui porte le nom de MyWorld,
qui a déjà regroupé plus de 7 millions de votants, qui a décidé de voir quelles étaient les priorités des citoyens du monde, en quelque sorte, par rapport aux défis des années à venir au niveau global. Et on voit que la lutte contre le réchauffement climatique est une des 16 thématiques qui a été retenue dans le questionnaire, mais alors de manière assez étonnante, cette lutte contre le réchauffement climatique n'a pas l'air d'être la priorité absolue et se trouve plutôt en bas du classement de ces 16 propositions faites par les Nations Unies. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une énorme mobilisation dans My World et que la marche était sans doute plus révélatrice de cette participation de la société civile. Au-delà de cette sensibilisation par la société civile, vous voyez qu'il existe, vous pourrez constater qu'il existe de nombreuses initiatives privées qui voient le jour dans le monde des entreprises, ici, et non plus uniquement de la société civile. Très souvent, ces initiatives ne sont pas dédiées uniquement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais s'inscrivent dans des politiques plus larges ou des initiatives pour plus de responsabilité sociale des entreprises. Donc elles s'inscrivent dans un cadre plus large, mais à peu près à chaque fois, il y a un volet de lutte contre le réchauffement climatique qui est prévu. On voit ce phénomène à travers les chaînes de valeur qui sont mises en place dans des chaînes telles celles mises en place par Walmart, Unilever, Ikea ou le commerce équitable. L'idée étant que toutes les entreprises d'une chaîne de production ou tous les échelons ou tous les maillons d'une chaîne de production fassent un effort pour respecter un certain nombre de valeurs au rang desquelles on trouve évidemment la problématique écologique et la problématique des gaz à effet de serre. Vous avez également dans les codes de conduite promus dans la RSE très souvent un volet de lutte contre le réchauffement climatique, également dans le monde du BOP, le monde du BOP qui veut dire Base of the Pyramid, qui veut mettre ensemble les entreprises privées par rapport à un certain nombre de milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, essayer de contourner l'échelon étatique et que les entreprises privées et les populations les plus défavorisées travaillent main dans la main pour à la fois développer le business de ces grandes entreprises, mais à la fois que les citoyens les plus défavorisés puissent bénéficier de meilleurs produits ou de meilleurs services moins chers. Et dans cette idée de travailler main dans la main, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs éthiques qui sont charriées, au rang desquelles la pollution y a une place centrale. On pense également au phénomène qui prend de plus en plus de place de crowdfunding. Crowdfunding for Climate Change, différentes initiatives existent, comme le European Capacity Building Initiative, ou encore cette initiative de la fondation Clinton, la Clinton Global Initiative, qui décide de mettre autour de la table des décideurs politiques, des prix Nobel, des patrons d'entreprises, bien entendu, des ONG, les médias, la société civile, pour trouver ensemble des programmes d'engagement, pour trouver des solutions par rapport à des grands problèmes de notre société. Et on voit que très souvent, les propositions mises sur la table tournent autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, on voit donc pulluler toutes ces initiatives du secteur privé, du secteur public non étatique, mais c'est très bien de proposer des politiques audacieuses, mais rapidement est venu le besoin de vérifier si les belles déclarations politiques, les engagements volontaires, non contraignants étaient bel et bien suivis dans les actes. Et donc on a vu naître également de multiples registres, de multiples mécanismes dédiés à contrôler la mise en œuvre de ces accords volontaires. Et donc vous avez de très nombreux registres qui existent, je ne vais pas tous les évoquer, mais qui ont pour but d'offrir une certaine transparence, de récolter l'information et de la rendre compréhensible pour le grand public, pour que la société civile, le public, puisse justement vérifier que les personnes qui se sont engagées dans ce type de programme respectent bel et bien leurs engagements. Vous avez des systèmes plutôt de base de données sur une formule wiki avec le Initiative Climate Database. Vous avez également des registres qui s'appellent le Cloud of Commitments qui ont pour but de réunir
toutes les initiatives autour du programme Rio+20. Ces initiatives regrouperaient ensemble des engagements à raison de 600 milliards de dollars ou un registre tenu par les Nations Unies concernant tous les engagements pour le développement durable et actuellement plus de 1382 engagements sont répertoriés. Donc des registres pour assurer la transparence et le suivi. Également, vous trouvez des index qui permettent d'identifier les entreprises qui mettent en œuvre ces principes de lutte contre le réchauffement climatique ou ces principes plus largement de responsabilité sociale des entreprises. Vous voyez les index éthiques, j'en ai identifié quelques-uns ici sur mon PowerPoint. Enfin, il y a le public, il y a le privé, mais il y a également des initiatives mixtes. On voit naître de plus en plus souvent de partenariats publics-privés pour l'économie verte et le financement des infrastructures. Vous voyez également qu'il y a des banques de développement et des institutions financières publiques qui décident de subventionner de plus en plus couramment toutes les initiatives vertes liées à la lutte contre le réchauffement climatique. La plus importante à mes yeux est la International Development Financial Club, qui regroupe finalement, c'est une banque qui regroupe plus de 2100 milliards de disponibles et ce club a décidé de faire de la lutte contre le réchauffement climatique sa priorité depuis 2013 et donc a tendance à financer des projets qui iraient dans ce sens. L'idée de ce club est de se reposer sur le savoir-faire local et d'essayer de trouver des projets qui seraient les plus en phase avec les besoins des personnes qui sont au plus proches pas au plus proche, mais avec, ça serait vraiment de travailler main dans la main avec les populations locales et de contourner en quelque sorte les structures administratives étatiques pour développer des projets de terrain. C'est ça que je voulais dire. Donc, toutes ces initiatives ne sont pas restées dans l'angle mort des décideurs politiques nationaux et internationaux. Et on voit que les Nations Unies ont décidé d'élargir en quelque sorte leur perspective en prenant en compte désormais ces initiatives privées ou semi-privées, publiques-privées, et qu'en 2014, Ban Ki-moon d'ailleurs déclarait que aussi bien les chefs d'État, bien entendu, on se trouve dans la logique de l'ONU, chargés de faire des annonces ambitieuses, que le secteur privé, entreprises et monde financier, les collectivités et la société civile, d'agir ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Et cette conférence a permis de mettre en avant un certain nombre d'initiatives hybrides, publiques-privées, justement, ça montre que ça prend en considération ce phénomène justement beaucoup plus bottom-up et qu'un accord uniquement interétatique tel qu'il a été prévu par le protocole de Kyoto ne permettra sans doute pas de lutter efficacement contre la pollution atmosphérique, mais que cela passe par une prise en compte de ces acteurs privés ou semi-privés. Ce constat a également été partagé par la présidence française de la COP21 à Paris 2015, puisque la présidence française parle d'une tour Eiffel des initiatives, où on voit qu'il y a des 10 000 initiatives enregistrées, 1000 initiatives régionales et sectorielles notables, mesurables, 20 ou 30 centres initiatives à impact global et l'ambition des États niveau 20. C'est vraiment l'idée de dire les États et les décideurs politiques doivent prendre une décision globale, mais qu'en dessous de ces décisions politiques globales, il est nécessaire de se reposer sur ces milliers d'initiatives disponibles et identifiées par la présidence française. Alors la conclusion, elle est simple, elle va dans le sens de ce qui se passe actuellement au niveau des Nations Unies, c'est de dire qu'il est nécessaire de repenser cette politique publique de lutte contre le réchauffement climatique, il est nécessaire de la repenser non pas dans une forme pyramidale ou tel un temple grec, avec uniquement
un grand organe qui superviserait des États qui aurait pour but de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas suffisant, c'est un préalable nécessaire, mais pas suffisant. Il est nécessaire que les États, que les autorités publiques elles-mêmes se reposent sur les nombreuses initiatives privées qui existent pour que tous ensemble, on travaille à réduire les gaz à effet de serre. Alors bien entendu, ce système beaucoup plus décentralisé, délocalisé, beaucoup plus flou, beaucoup plus en réseau, donnera lieu à un système qui n'aura pas les vertus peut-être artistiques de la clarté d'un temple grec, mais serait plus une forme architecturale du type de celle construite par Frank Gehry, et comme l'image de droite le montre. Mais il est important que donc Paris 2015 soit un succès, c'est-à-dire qu'il y ait des normes contraignantes, qu'on trouve un instrument juridique adéquat, que surtout on se mette d'accord sur des manières de vérifier, de contrôler, de mesurer les différents efforts entrepris par les États et par les entreprises et par la société civile. Il est important d'avoir un cadre commun qui doit décider au niveau international, mais il faut promouvoir, soutenir très très fort ces forces vives qui pullulent partout sur le globe et qui représentent réellement le moteur de cette lutte afin de réduire les gaz à effet de serre dans la planète. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre calme au cours de cette courte conférence d'1 heure pile, et je suis bien entendu disponible maintenant, le temps qu'il faudra, pour répondre à toutes vos nombreuses, je l'espère, questions sur ce sujet qui me tient à cœur. Merci beaucoup.